De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, volume 2, chapitre 2, suite. J'en ai déjà dit assez pour mettre en son vrai jour le caractère de la civilisation anglo-américaine. Elle est le produit, et ce point de départ doit sans cesse être présent à la pensée, de deux éléments parfaitement distincts qui ailleurs se sont fait souvent la guerre, mais qu'on est parvenu en Amérique à incorporer en quelque sorte l'un dans l'autre et à combiner merveilleusement. Je veux parler de l'esprit de religion et de l'esprit de liberté. Les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre étaient tout à la fois d'ardents sectaires et des novateurs exaltés. Retenus dans les liens les plus étroits de certaines croyances religieuses, ils étaient libres de tout préjugé politique. De là deux tendances diverses mais non contraires, dont il est facile de retrouver partout la trace, dans les mœurs comme dans les lois. Des hommes sacrifient à une opinion religieuse leurs amis, leur famille et leur patrie. On peut les croire absorbés dans la poursuite de ce bien intellectuel qu'ils sont venus acheter à si haut prix. On les voit cependant rechercher d'une ardeur presque égale les richesses matérielles et les jouissances morales, le ciel dans l'autre monde et le bien-être et la liberté dans celui-ci. Sous leurs mains, les principes politiques, les lois et les institutions humaines semblent choses malléables, qui peuvent se tourner et se combiner à volonté. Devant eux s'abaissent les barrières qui emprisonnaient la société au sein de laquelle ils sont nés. Les vieilles opinions qui depuis des siècles dirigeaient le monde s'évanouissent. Une carrière presque sans bornes, un champ sans horizon se découvre, l'esprit humain s'y précipite. Il les parcourt en tous sens, mais arrivé aux limites du monde politique, il s'arrête de lui-même. Il dépose en tremblant l'usage de ses plus redoutables facultés, il abjure le doute, il renonce au besoin d'innover. Il s'abstient même de soulever le voile du sanctuaire, il s'incline avec respect devant des vérités qu'il admet sans les discuter. Ainsi, dans le monde moral, tout est classé, coordonné, prévu, décidé à l'avance. Dans le monde politique, tout est agité, contesté, incertain. Dans l'un, l'obéissance passive, bien que volontaire. Dans l'autre, indépendance, mépris de l'expérience et jalousie de toute autorité. Loin de se nuire, ces deux tendances en apparence si opposées marchent d'abord et semblent se prêter un appui mutuel. La religion voit dans la liberté civile un noble exercice des facultés de l'homme. Dans le monde politique, un champ livré par le Créateur aux efforts de l'intelligence, libre et puissante dans sa sphère, satisfaite de la place qui lui est réservée, elle sait que son empire est d'autant mieux établi qu'elle ne règne que par ses propres forces et domine sans appui sur les cœurs. La liberté voit dans la religion la compagne de ses luttes et de ses triomphes, le berceau de son enfance, la source divine de ses droits. Elle considère la religion comme la sauvegarde des mœurs, les mœurs comme la garantie des lois et le gage de sa propre durée. Raison de quelques singularités que présentent les lois et les coutumes des Anglo-Américains. Sommaire, quelques restes d'institutions aristocratiques au sein de la plus complète démocratie. Pourquoi ? Il faut distinguer avec soin ce qui est d'origine puritaine et d'origine anglaise. Il ne faut pas que le lecteur tire des conséquences trop générales et trop absolues de ce qui précède. La condition sociale, la religion et les mœurs des premiers émigrants ont exercé sans doute une immense influence sur le destin de leur nouvelle patrie. Toutefois, il n'a pas dépendu d'eux de fonder une société dont le point de départ ne se trouvait placé qu'en eux-mêmes. Nul ne saurait se dégager entièrement du passé. Il leur est arrivé de mêler, soit volontairement, soit à leur insu, aux idées et aux usages qui leur étaient propres, d'autres usages et d'autres idées qu'ils tenaient de leur éducation ou des traditions nationales de leur pays. Lorsqu'on veut connaître et juger les Anglo-Américains de nos jours,
On doit donc distinguer avec soin ce qui est d'origine puritaine ou d'origine anglaise. On rencontre souvent aux États-Unis des lois ou des coutumes qui font contraste avec tout ce qui les environne. Ces lois paraissent rédigées dans un esprit opposé à l'esprit dominant de la législation américaine. Ces mœurs semblent contraires à l'ensemble de l'état social. Si les colonies anglaises avaient été fondées dans un siècle de ténèbres, ou si leur origine se perdait déjà dans la nuit des temps, le problème serait insoluble. Je citerai un seul exemple pour faire comprendre ma pensée. La législation civile et criminelle des Américains ne connaît que deux moyens d'action, la prison et le cautionnement. Le premier acte d'une procédure consiste à obtenir caution du défendeur ou, s'il refuse, à le faire incarcérer. On discute ensuite la validité du titre ou la gravité des charges. Il est évident qu'une pareille législation est dirigée contre le pauvre et ne favorise que le riche. Le pauvre ne trouve pas toujours de caution, même en matière civile, et s'il est contraint d'aller attendre justice en prison, son inaction forcée le réduit bientôt à la misère. Le riche, au contraire, parvient toujours à échapper à l'emprisonnement en matière civile. Bien plus, a-t-il commis un délit, il se soustrait aisément à la punition qui doit l'atteindre. Après avoir fourni caution, il disparaît. On peut donc dire que pour lui, toutes les peines qu'inflige la loi se réduisent à des amendes. On lit en note, il y a sans doute des crimes pour lesquels on ne reçoit pas caution, mais ils sont en très petit nombre. Fin de note. Quoi de plus aristocratique qu'une semblable législation ? En Amérique cependant, ce sont les pauvres qui font la loi, et ils réservent habituellement pour eux-mêmes les plus grands avantages de la société. C'est en Angleterre qu'il faut chercher l'explication de ce phénomène. Les lois dont je parle sont anglaises. Les Américains ne les ont point changées, quoiqu'elles répugnent à l'ensemble de leur législation et à la masse de leurs idées. La chose qu'un peuple change le moins après ses usages, c'est sa législation civile. Les lois civiles ne sont familières qu'aux légistes, c'est-à-dire à ceux qui ont un intérêt direct à les maintenir telles qu'elles sont, bonnes ou mauvaises, par la raison qu'ils les savent. Le gros de la nation les connaît à peine. Il ne les voit agir que dans des cas particuliers, n'en saisit que difficilement la tendance et s'y soumet sans y songer. J'ai cité un exemple, j'aurais pu en signaler beaucoup d'autres. Le tableau que présente la société américaine est, si je puis m'exprimer ainsi, couvert d'une couche démocratique, sous laquelle on voit de temps en temps percer les anciennes couleurs de l'aristocratie.